Bonjour et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Oumar Tatamdi n'a pas attendu mercredi pour tenir son premier conseil. En effet, les ministres se sont retrouvés hier matin avec le président de la République. Et comme il fallait s'y attendre, le président Ibrahim Boubacar Keïta est revenu sur les grands axes de son mandat. Nous écoutons le président de la République au micro de Mamari Koné. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion du premier Conseil des ministres de ce gouvernement. Je vous félicite tous et toutes pour votre nomination au sein du gouvernement. Très vite, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'une sinécure, car nous avons l'exigence de satisfaire exclusivement les aspirations fondamentales de notre peuple, qui a subi au cours des 2 mois écoulés des traumatismes profonds. Nous nous trouvons à un moment capital de l'évolution de notre histoire contemporaine. Nous avons fait depuis 2011 l'expérience traumatisante du lent délitement des institutions publiques, de la débâcle militaire et de l'effondrement de l'État. Notre nation a été profondément meurtrie. Chacune a éprouvé au cours des mois écoulés une blessure en son âme. Nous traversons présentement une crise multidimensionnelle qui touche l'ensemble des segments de notre société. Nos valeurs ont été ébranlées. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, le travail, l'excellence, le goût de l'effort, la recherche constante de la vérité. Ces nouvelles valeurs viendront nourrir celles qui ont fait jadis la force de notre société. La solidarité, le don de soi, l'acceptation de l'autre, la quête de soi, le connaître toi-même, Irédon, Notice automne. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous la tâche exaltante de rédiger un nouveau chapitre de l'histoire du Mali. Je vous exhorte à bâtir une nouvelle espérance. Une nouvelle espérance qui sera le fruit des sacrifices que nous consentirons aujourd'hui pour une vie meilleure demain. C'est le devoir de chaque génération que de préparer un meilleur avenir pour celles qui lui succéderont. Il nous faut rompre définitivement avec les pratiques du passé qui nous ont conduits à l'effondrement de nos institutions. Le Mali ne doit plus jamais connaître la situation effroyable qu'il a vécue. Notre peuple aspire au progrès matériel, à la transformation qualitative de son cadre de vie. Il veut une justice saine, qui soit égale pour tous. Une justice qui lui redonne confiance dans les institutions et les hommes qui les incarnent. Notre peuple attend de nous une lutte conséquente contre la corruption qui a gangrené tous les rouages de la société. En effet, la corruption a détruit notre appareil administratif, entraîné concomitamment la dégradation des conditions de vie de notre peuple et provoqué le désordre moral qui affecte notre société. La réhabilitation de la justice sera au cœur du projet de refondation de nos institutions, d'où la place éminente accordée à ce département. Nous sommes à la vérité, à la croisée des chemins. Nous devons refonder un nouveau contrat social en empruntant la voie du redressement, en suscitant constamment l'espérance en un Mali nouveau, un Mali enraciné dans ses valeurs de civilisation, mais ouvert au souffle poreux et fécondant des autres civilisations. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Nous avons le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette à notre pays de se situer sur la quête des nations émergentes dans les décennies à venir. Il nous appartient de régler définitivement la question du Nord en forgeant une paix durable fondée sur la confiance entre toutes les composantes de la nation malienne, car chaque Malien est une force pour le Mali. Chaque Malien est indispensable à la construction du devenir de la nation malienne. Dans les jours à venir, nous engagerons sans tarder des actions en vue d'organiser les assises nationales du Nord qui permettront, dans le cadre de discussions franches et approfondies, de forger un consensus national favorisant le règlement définitif du problème dit du Nord. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, désormais, l'action publique, l'action gouvernementale devra reposer sur les 5 principes directeurs suivants. Premièrement, une éthique de la responsabilité. Tout détenteur d'une charge publique devra avoir un comportement exemplaire. Chaque détenteur de l'autorité publique rendra compte de ses actes. Chacun devra valoriser le travail, le mérite et l'excellence. Deuxièmement, la promotion des services publics de qualité permettant la résolution des problèmes de nos concitoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie à tous les niveaux. Troisièmement, le renforcement des institutions démocratiques en favorisant la participation active de tous les citoyens à la vie publique, en élargissant les espaces de débat, en favorisant la confrontation des idées dans tous les rouages de notre société. Quatrièmement, la promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant les inégalités de dotation initiale, offriront à chacun la possibilité de réaliser son potentiel grâce au travail bien fait. Cinquièmement, un principe de solidarité à travers un nouvel aménagement du territoire national qui assurera, par la valorisation des potentialités économiques, le renforcement du lien national, le développement effectif des communautés qui forment la nation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, la concrétisation de ces principes permettra de promouvoir une réelle réconciliation nationale reposant sur les fondements solides de la vérité et de la justice. Il s'agit avant tout d'assainir le climat politique, de rétablir la confiance entre les acteurs de la scène nationale et de consolider la cohésion de la nation. La concrétisation de ces principes nous permettra alors de faire vivre une démocratie véritable fondée sur des débats démocratiques, publics et contradictoires, et une participation politique effective de l'ensemble de nos concitoyens. Nous devons nous réapproprier les valeurs essentielles de respect de soi, d'autrui et de la chose publique. C'est ainsi que nous insufflerons à nouveau dans le corps social les valeurs morales indispensables à son redressement. C'est ainsi que nous redeviendrons maîtres de notre destin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, j'attache une grande importance à l'observation stricte de la solidarité gouvernementale, au maintien d'une ambiance conviviale entre les membres de l'équipe que vous formez désormais sous la conduite du Premier ministre. Chef du gouvernement, aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Et j'insiste là-dessus. Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, beaucoup de courage et je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même au service du Mali et du Mali seul. Voilà, le message du président de la République a été bien perçu par les ministres. Ensemble avec la solidarité gouvernementale, les défis seront relevés. C'est en tout cas la vision de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Oumar Tatamdi. Pour cette première rencontre à Koulouba, l'atmosphère était conviviale entre les anciens et les nouveaux ministres. Mohamed Diarra et son équipe ont baladé leurs caméras sur cette rentrée des classes gouvernementales. Première prise de contact entre le gouvernement Oumar Tatamdi et le président de la République. C'est certainement un moment d'émotion et les nouveaux sont pressés de découvrir la salle de réunion. Une salle où la combustion de l'encens dégage encore une fumée odorante. C'est dans une telle atmosphère que les nouveaux dirigeants du Mali prennent place.
Je suis jamais rentré, à part que j'ai vu souvent à la télé, mais je ne sais pas, je vais voir. On rentre avec beaucoup de sérénité, et ça le plus important. L'honneur que le président nous a fait, la confiance qu'il a posée en lui, on doit nullement décevoir. On retrouve d'anciennes figures, dont certaines se sont installées dans une certaine discrétion. Aujourd'hui, ils se disent prêts à servir le pays avec honneur et dignité. Absolument, absolument, je suis sorti du bois. Servir l'État, vraiment, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est la consécration d'un projet politique, d'un combat que nous menons depuis 14 ans. Et c'est ce que nous vaut ce retour-là ce matin. C'est donc une lourde et exaltante mission que le président de la République vient de confier à ses hommes et femmes. Les défis sont énormes et nombreux. Les ministres semblent mesurer leur portée. Je pense que si la collégialité est la règle de travail du gouvernement, en principe, on devrait y parvenir. La tâche est lourde, les ressources sont maigres, les attentes sont importantes, mais on va s'y atteler parce que c'est un honneur pour nous et un défi d'être dans ce gouvernement. Nous restons tous concentrés pour la réconciliation nationale, la reconstruction du pays, les problèmes de l'école, les problèmes de santé. C'est tout ça qui a fait l'objet du conseil des ministres de ce matin. Par le biais de quelconques membres. Je vous remercie, monsieur le ministre. La feuille de route étant dégagée, reste à l'appliquer. Il s'agit par exemple de réformer l'armée, une des priorités du président Ibeka. C'est-à-dire faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées et de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. Un autre chantier prioritaire du nouvel exécutif, c'est la lutte contre la corruption. La réussite d'un tel chantier passe par la distribution d'une justice saine. La refondation de l'État malien n'est guère possible sans que la justice soit complètement refondée elle-même et que la justice puisse assumer à la fois un rôle que les justiciables attendent d'elle. Et ce rôle-là, c'est quoi? C'est de leur donner confiance. Autre priorité de ce quinquennat du président Ibeka, c'est bien la réconciliation. Le ministre en charge de ce département n'a pas voulu s'exprimer au sujet de ce conseil. Chacun de son côté entend donc imprimer ses marques à son département. Une diplomatie honnête, objective, mais aussi à la hauteur des attentes du peuple malien. Parce que, on sait qu'il y a la crise du Nord et il faudrait peut-être certainement équilibrer la vérité. S'il y a une méthode Moussa Mara, c'est s'inscrire dans la droite ligne de ce que le président a tracé, c'est-à-dire rigueur, solidarité gouvernementale, liberté de parole entre les membres du gouvernement et rester dans la droite ligne du projet présidentiel. La nécessité de permettre à l'ensemble des Maliens de s'exprimer de la façon la plus totale et la plus sobre possible. Elle sera là et nous ferons en sorte que le courant passe entre toutes les couches sociales de ce pays. Le temps file et il faut donc aller très vite. Tel semble être le leitmotiv des nouvelles autorités. L'actualité sur un autre plan, en 4e région, ouverture de la session de la Cour d'assises de Bamako en transport à Ségou. La session qui a donné son coup d'envoi hier lundi dans la salle de délibération du Conseil régional aura en charge 44 dossiers. De Ségou, le reportage de Kandesila. Au total, 44 affaires sont inscrites au rôle de cette 3e session de la Cour d'assises de Bamako en transport à Ségou. Une session dont la cérémonie d'ouverture a regroupé les autorités régionales et judiciaires, les chefs de service et autres responsables de la société civile. Durant près d'une vingtaine de journées, les membres de la Cour auront à examiner plusieurs dossiers. Des dossiers relatifs aux cas de crimes de sang au nombre de 24, 15 infractions contre les mœurs et des cas de vol qualifié ou d'atteinte aux biens publics. Le tableau peint par le ministère public qui a situé le contexte de l'événement, certes sombre, interpelle davantage. On peut tous se permettre aujourd'hui au Mali vendre les biens d'autrui, tuer, voler, prendre la place d'un autre, spolier, le tout sans risque d'être puni, seulement à la condition d'avoir les bras longs. On a les bras longs, on est assuré de l'impunité totale. Des exemples, à l'école, tout se vend, tout s'achète, et personne ne réagit, on trouve que c'est même normal.
La règle de l'art qui garantit l'égale écoute de toutes les parties demeure le maître mot du représentant de l'ordre des bâtonniers, maître Isiaka Keita. Quant au président de la Cour, il a invité la population ségovienne à participer massivement aux audiences, car, dira-t-il, la Cour d'assises est surtout une autre école du droit et de la vie en société. J'invite tout le monde, particulièrement la jeunesse, à retourner à nos valeurs sociétales fondées sur l'honneur et la sagesse, valeurs dont le respect aide à tuer dans l'œuf les foyers criminogènes. Quant à la Cour, elle saura voir loin dans la portée de son serment, en sachant que ses arrêts s'appliquent à des êtres humains et que pour cette raison, elle doit constamment se remettre en question pour amender ses décisions. Notons que durant les 18 jours, les audiences se dérouleront dans la salle de conférence du Conseil régional et celle d'audience du tribunal de première instance de Ségou. L'éducation non formelle est en plein essor à travers l'apprentissage en langue nationale dans la région de Tombouctou. À cet effet, la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation a été marquée par une conférence axée sur le thème alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable. Cette journée a été mise à profit par les néo-alphabètes pour faire des témoignages sur l'importance de l'éducation non formelle. Yaya Tandina. Alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable. C'est le thème de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée à Tombouctou. Ce thème est d'actualité après le retour définitif de la paix dans notre pays. La cérémonie a été marquée par des témoignages de néo-alphabètes en Soreille et Tamashek. Je vois de nombreuses personnes que moi-même j'ai eu à former en alphabétisation. Mais si je n'étais pas formé, je ne pourrais pas les former. Donc vraiment ça c'est vraiment pour moi un grand succès. À travers nos langues nationales, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent être aptes à traduire et transcrire dans leur propre langue. C'est tout cela que la journée internationale de l'alphabétisation voudrait autour de cette journée. Cette présence de femmes et de jeunes et d'adultes qui ont parlé, qui se sont exprimés autour de tous les problèmes et qui ont montré que ça les intéresse et que l'alphabétisation est l'affaire de tous. En 6e région, on enregistre une forte intervention de la société civile, particulièrement des organisations non gouvernementales, dans la promotion de l'éducation non formelle. Une situation fortement appréciée par les autorités régionales. L'éducation non formelle, il faut le rappeler, a évolué en plusieurs étapes de 1962 à nos jours. Et depuis 1990, elle est marquée par la mouvance éducation pour tous, afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, c'est-à-dire les OMD. Les activités commémoratives de cette journée s'étendent du 8 au 14 septembre au bénéfice des autorités scolaires et des néo-alphabètes. La chronique santé du jour est consacrée à une maladie qui s'attaque à l'os et à la moelle osseuse, appelée ostéomyélite. Le manque d'hygiène, le mauvais traitement de certaines infections, l'otite et le non-respect du calendrier vaccinal pour l'enfant peuvent conduire à cette maladie qui détruit les os. C'est le sujet de Focus Santé, une réalisation de Thiessira Emmanuel Dambélé. Le manque d'hygiène, la promiscuité, le non-traitement des infections récurrentes ou ne pas vacciner correctement son enfant peuvent nous coûter cher. Parmi les risques auxquels ces habitudes nous exposent figure l'ostéomyélite, une maladie infectieuse qui peut partir de n'importe quel point de notre organisme pour ensuite détruire les os. Il y a une infection quelque part, une otite ou une angine. On a des germes à ces endroits et ces germes sont véhiculés par le sang. Donc quand ils sont véhiculés par le sang, ils arrivent à leur cible. Leur cible, c'est l'os. Ils vont se fixer et compromettre la vascularisation de l'os. Et cette compromission va entraîner une nécrose de l'os et tout ce qui va s'en suivre. L'agent pathogène dès le début provoque une fièvre chez le grand enfant, des douleurs du membre concerné, une plaie cutanée ouverte et purulente par laquelle peuvent sortir les os détruits par les microbes. Le nouveau-né et le nourrisson atteints d'ostéomyélite pleureront beaucoup plus et bougeront moins des membres.
En service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré, on estime qu'entre mars 2012 et mars 2013, 3,55% des 1208 consultations sont des cas d'ostéomyélite. La maladie à elle seule représente 4,72% des interventions chirurgicales de ce service. Selon le docteur Issa Amadou Touré, tout le monde est exposé à cette maladie vu le mécanisme physiopathologique. Toute infection cutanée ou bien toute infection primaire, qu'elle soit pulmonaire, cutanée, peut être véhiculée par le sang et entraîner l'ostéomyélite. Mais seulement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus exposés. Donc ces sujets sont, vous avez l'enfant, si vous voulez, le nourrisson autour de 4 mois. Vous avez également les enfants de 8 à 12 ans. On a un pic à ce niveau également. C'est des enfants qui commencent à jouer, qui sont turbulents, qui ont des plaies qui ne sont pas souvent traitées, soignées, et qui les exposent également à ces infections ostéo-articulaires. Vous avez également d'autres sujets sur le terrain, les sujets comme les drépanocytaires. Vous avez également donc certains sujets qui sont dépourvus de leur rate, par traitement chirurgical. Vous avez également l'immunodépression, qu'elle soit acquise ou innée. Mais ceux qui ont une ostéomyélite peuvent avoir un style de vie qui les a trop exposés. Il y a la précarité d'hygiène corporelle, parce que c'est à peu près une maladie d'hygiène. On n'est pas propre, on fait une infection, ça se complique, on ne soigne pas et ça se véhicule vers les os. Il y a ce qu'on appelle également la promiscuité, c'est-à-dire des sujets qui sont entassés dans une pièce peut-être de 2 mètres carrés, on met 4-5 personnes. Donc il y a facilement une contamination par voie respiratoire. Il peut faire des infections respiratoires qui par la suite se compliquent et donner la maladie. Vous avez également le paupérisme. On dit dans notre jargon, tous ceux qui sont pauvres, généralement, ont une hygiène déficitaire, donc ils sont également exposés à la maladie. La prise en charge de l'ostéomyélite commence par la gestion de la douleur et une administration d'antibiotiques avec très souvent une opération chirurgicale accompagnée d'un suivi biologique strict. En cas d'extradition de l'os détruit, l'organisme est supposé le renouveler. Mais comme le disent les spécialistes, ce n'est pas gagné d'avance et il existe un risque de déformation, de raccourcissement du membre. Traiter correctement toutes les infections, une bonne hygiène et le respect du calendrier vaccinal chez l'enfant permettent d'éviter l'ostéomyélite dont de plus en plus de cas arrivent à l'hôpital Gabriel Touré. Voilà, toutes nos excuses pour certaines images de cet élément difficile à supporter. C'est la fin de cette édition. Vous vous retrouverez pour les éditions du soir à Ouai Touré. Et moi, je serai là demain. Merci. À très bientôt.